À la une de l'actualité, vague de démission au mouvement du peuple pour le progrès. Environ 200 militants MPP du Passoré ont claqué la porte du parti au pouvoir et ont déposé leurs valises au CDP, des démissionnaires qui se sont présentés hier au grand public. Le sit-in initialement annoncé pour la semaine prochaine n'aura pas lieu au ministère de l'économie, des finances et du développement. À la demande du médiateur du Faso qui s'est saisi du dossier, les syndicats ont décidé de surseoir à ce mouvement, le temps que le gouvernement montre un signe de bonne foi, ont-ils précisé ce soir aux journalistes. Une nouvelle qui sera sans doute bien accueillie à Bobo-Dioulasso dans la ville de Sia. En effet, des voix s'élèvent de plus en plus pour qu'un dialogue et une trêve sociale soient instaurés dans le pays. Ravi de vous retrouver, mesdames, messieurs. Avant de développer ces titres, cette information qui vient de nous parvenir, le Conseil de discipline du Conseil supérieur de la magistrature a tranché. La présidente du CSM, Thérèse Sanou Traoré, est renvoyée de la justice et mise d'office à la retraite. Idem pour le procureur de la Cour de cassation et de la Haute Cour de justice, Armand Ouedraogo. Des soupçons de corruption pesaient sur ces deux magistrats de haut rang et d'autres de leurs collègues. Pour beaucoup d'observateurs, cette décision vient déclencher une guerre au sein de la famille judiciaire. Affaire à suivre donc. De quoi réconforter le Congrès pour la démocratie et le progrès dans sa reconquête du pouvoir. 200 militants MPP de la province du Passoré ont rejoint le navire CDP. Abdou Razak Traoré a assisté à la rencontre qu'ils ont organisée hier à Yakou. Suivez. En se débarrassant de ce t-shirt à l'effigie du mouvement du peuple pour le progrès, Saga Kendre Bego se réclame d'une part président des jeunes du MPP Passoré et d'autre part porte-parole d'une vague de démissionnaires du parti au pouvoir dans le Passoré. C'est à la maison des jeunes de Yako qu'ils se sont donné rendez-vous pour annoncer leur départ du parti du soleil levant. L'une de leurs phrases célèbres surtout à l'endroit de la jeunesse. Je cite, « Une fois au pouvoir, en 3 mois, nous relèverons le problème du chômage. Près de 3 ans, après leur usurpation du pouvoir, avec notre complicité, rien n'est fait. Et encore, aucun espoir en la matière ne se fait sentir. Et pire, cette année, le pouvoir MPP se permet de réduire considérablement le nombre de postes à pourvoir dans le cadre de recrutement des agents de la fonction publique. Elles sont nombreuses, les promesses du MPP non tenues. Dans cette salle également, des scolaires et autres jeunes qui se joignent aux démissionnaires pour déposer leurs valises au Congrès pour la démocratie et le progrès. Ils expliquent leur choix par l'arrivée d'Edi Kombego à la tête du parti. Et je peux dire que le président Edi Kombego m'inspire, et en ce sens en écoutant ses paroles et son comportement, on peut dire qu'il est digne et qu'il peut vraiment faire un changement pour le Burkina Faso. Et nous avons trahi de telle sorte, nous vraiment on ne peut plus continuer dans ça. Voilà, donc voilà pourquoi nous on a décidé ce soir de démissionner pour soutenir le frère Edi Kombego. Qui êtes-vous au MPP? Je suis le président des jeunes de la province du Passoré. C'est quoi la preuve? Vous avez une carte? Ah oui, j'ai une carte. Vous pouvez l'avoir? Oh, malheureusement, comme ça m'intéresse plus, je laisse ça à la maison. Maintenant, on peut comment pour vous voir? Bon, avec mes mots et mes actes. Des arrivées au parti de l'EPI et de la DABA qui réconfortent les militants dans leur choix politique. C'est un sentiment de joie qui nous anime ce soir parce que c'est depuis hier soir que nous avons eu vent qu'il y a une vague de jeunes qui démissionnent du CDP, du MPP à partir d'aujourd'hui pour déposer leurs valises au CDP. Et cela nous renforce réellement dans le combat que nous avons engagé depuis un certain temps avec le président Edi Kombego. Cela veut dire qu'aujourd'hui au Passoré, en réalité, ils sont nombreux qui fondent leur espoir sur ce jeune président, notamment le président Edi Kombego. Il s'estime entre 100 et 200 dans la ville de Yako et annonce d'autres démissions dans 9 autres communes de la province du Passoré.
Pendant ce temps, le groupe parlementaire MPP fait le point sur sa participation à la première session de l'Assemblée nationale. Les députés du parti au pouvoir étaient face à la presse ce matin pour battre en brèche les allégations de l'opposition parlementaire qui dénonce un certain nombre de dysfonctionnements au sein du Parlement. Chérifa Dao, Madina Sino. L'opposition parlementaire pointait du doigt à cette conférence de presse de la majorité parlementaire. La rencontre sonne comme une réplique aux différentes sorties de l'opposition parlementaire après la clôture de la première session ordinaire de l'année 2018 de l'Assemblée nationale. Maître Benewende Stanislas Sankara et ses camarades apportent des éclaircissements sur certaines allégations de l'opposition et les réponses sont fracassantes. Moi, je reproche personnellement à l'opposition 2 ou 3 choses. Premièrement, je crois que nous avons affaire plutôt à une opposition qui est vraiment incapable aujourd'hui de se mettre au diapason des exigences actuelles de la démocratie. Deuxième chose, nous avons affaire à une opposition qui pleurniche autour de ses intérêts personnels. Aujourd'hui, on demande à l'opposition d'être un contre-pouvoir et de voir par rapport au développement économique et social du Burkina Faso, est-ce que le débat démocratique que nous menons par rapport au texte-là, il y a un recul ou pas? Les questions d'actualité ont également été abordées à cette conférence de presse. Les multiples mouvements au ministère en charge de l'économie et des finances agacent la majorité parlementaire. Les conférenciers du jour en appellent à la conscience des syndicalistes. Si notre fonction publique s'enrhume, beaucoup de gens vont éternuer. Donc vous savez très bien, l'État, c'est un des agents économiques et très important dans notre contexte. Tout gravite autour de l'État. Donc il est important que la machine de l'État ne soit pas grippée. Eh bien voilà, aujourd'hui nous en sommes en tout cas à une situation préoccupante. Notre point de vue là-dessus, c'est que vraiment nous lançons un appel au sens patriotique des uns et des autres. Le groupe parlementaire MPP, qui a voté les 27 projets de loi soumis à l'Assemblée nationale, se félicite des actions du gouvernement. Le pays tout entier est en chantier tant au niveau de la construction des infrastructures routières que dans les bâtiments administratifs et sociaux, ont déclaré les députés de la majorité parlementaire. La diaspora burkinabé est invitée à jouer sa partition dans le développement du pays. Un forum national va la réunir au mois de juillet prochain avec le gouvernement. L'information a été portée aux journalistes après le Conseil des ministres de ce jeudi. Un conseil qui a aussi adopté le décret d'application de la loi sur le contrat de bail censé mettre fin aux spéculations dans le domaine. Rémi Lambert-Mébier. 2 ans et demi après l'adoption de la loi sur le contrat de bail d'habitation privée, les Burkinabés peuvent enfin la voir appliquée. Son décret d'application est adopté ce 8 juin par le Conseil des ministres et le ministre en charge du dossier définit déjà quelques critères qui devront guider sa mise en œuvre. Bon, par exemple, des petites maisons comme ce qu'on appelle couramment les célibatoriums, les loyers varieront entre 20 30 000 en fonction du confort. Voilà, donc c'est un peu ça. Le célibatorium, quand je parle du célibatorium, une chambre, un salon, 2 chambres, un salon. Y a-t-il une douche intérieure? Y a-t-il la maison est-elle carrelée? La maison est-elle ventilée? Etc. etc. C'est toutes ces particularités qui seront prises dans le cadre du calcul des loyers. Et comme c'est une relation contractuelle, vous le savez, pour les maisons à grand standing, l'État n'a pas jugé utile d'intervenir au cas où le bailleur et le locataire conviennent d'un contrat. Le gouvernement s'octroie néanmoins une période de 6 mois pour vulgariser les critères d'application de cette loi. Autre décision attendue par les Burkinabés, mais cette fois-ci par ceux de l'extérieur, c'est l'élaboration d'un cadre formel qui devra leur permettre de discuter sur leur contribution à l'édification du pays. Le Conseil des ministres a alors adopté un rapport relatif à l'organisation d'un forum national de la diaspora qui devra se tenir du 11 au 13 juillet prochain à Ouagadougou. Le thème de ce forum, c'est « Contribution des Burkinabés de l'extérieur
à la construction nationale. Vous savez qu'on a une population estimée à peu près à 10 millions ou moins de Burkinabé à l'extérieur. C'est un engagement pris par le chef de l'État. C'est une innovation sur laquelle justement nous avons énormément travaillé afin que cela soit porteur de résultats concrets pour notre diaspora. Les mouvements d'humeur qui secouent les différents ministères ont été à l'ordre du jour de ce Conseil des ministres et selon le porte-parole du gouvernement, l'exécutif garde espoir que la conférence sur la remise à plat des rémunérations salariales permettra de trouver des points de consensus. Et que si les Burkinabés, dans leur majorité, c'est-à-dire ceux qui sont présents, estiment qu'il y a des choses à revoir, tant au niveau des travailleurs, mais les travailleurs dans leur ensemble de l'État, c'est-à-dire y compris les directeurs généraux, les ministres, etc., ces questions-là seront posées sur la table. Et c'est pour ça que cette conférence est importante. Il y a des tests qui ont été pris sur la question de la grève. Il y a des questions, il y a des avis qui ont été donnés par notre Conseil d'État sur les questions du sitting. Il y a des attitudes à avoir par rapport aux réquisitions qui ont été refusées. Chaque ministre mettra ça en œuvre. Et s'il y a des sanctions à faire, les acteurs savent véritablement qu'ils seront sanctionnés. S'il n'y a pas de sanctions, il n'y aura pas de sanctions. Les ministres ont reçu instruction d'appliquer la loi avec véritablement de la parcimonie, mais de l'appliquer dans toute son amplitude et dans toute sa mesure. Le Conseil des ministres a aussi adopté le décret portant modalité d'identification des abonnés des services de communication électronique et des clients des cybercafés. Son adoption permet de combler le vide qui existait dans le domaine et contribuera à une meilleure sécurisation du pays. Le gouvernement qui peut souffler un peu la coordination des syndicats du ministère en charge de l'économie et des finances lui accorde un répit. Elle suspend son mot d'ordre de sit-in initialement annoncé pour la semaine prochaine. Et l'exécutif peut remercier le médiateur du Faso car c'est à la suite de son intervention que cette décision a été prise. Romain Kweta. Il aura fallu plus d'une demi-heure aux membres du bureau de la coordination des syndicats de l'économie et des finances pour convaincre ces centaines de militants sur leur décision de suspension du sit-in. La décision de la trêve est motivée dans un premier temps par l'intervention du médiateur du Faso. Sarah Sérémé a demandé cette accalmie pour mieux préparer la concertation entre gouvernement et syndicats. Dans un second temps, il s'agit pour le syndicat à travers cette décision de montrer sa bonne foi et sa disponibilité à un dialogue franc avec le gouvernement. Nous ne reculons pas et nous avons bien voulu, comme on nous a dit, voilà, c'est pour permettre à un dialogue de s'installer et aussi montrer au gouvernement et notre bonne foi. Et il appartient au gouvernement, sinon il n'y a pas d'intimidation qui puisse nous amener. Vous voyez la mobilisation, vous avez même vu la désapprobation de l'Assemblée, mais c'est le bureau de la coordination qui a bien voulu voilà, s'inscrire voilà, dans cette logique et demander à l'opinion et de bien vouloir accepter et comprendre que c'est tout à fait normal que les syndicats ne sont pas des jusqu'au-boutistes. La balle est désormais dans le camp du gouvernement, invité à reconsidérer sa position. Durant cette trêve, la CSMF entend poursuivre les concertations avec le médiateur du Faso qui s'est saisi de l'affaire. Mais au cas où le gouvernement ne se manifesterait pas, la coordination des syndicats du ministère de l'économie et des finances compte maintenir son mot d'ordre de grève de 2 semaines à compter du 18 juin prochain. Le mot d'ordre de grève qui est lancé pour compter du 18 juin est maintenu. Donc ça veut dire que s'il n'y a pas de solutions et qui ont été apportées à nos préoccupations, et nous inscrivons toujours dans la logique de ces actions de débrayage. À noter que les dernières discussions franches entre les deux parties remontent au 28, 29 et 30 mars 2018 selon la CSMF. Des accords avaient pourtant eu lieu sur quelques points qui ont été par la suite remis en cause par le gouvernement, nous apprend le syndicat. Il s'agit de la question de la mise en œuvre du check-off pour les cotisations syndicales et mutualistes et la question de l'occupation du bâtiment R+4. Un front se referme entre griffes, un autre s'ouvre, est-on tenté de dire, avec l'annonce de l'opération caisse vide du Sincha du lundi 11 juin 2018 à 7h au lundi 18 juin 2018 à 7h également. Les agents de santé devraient offrir gratuitement leurs prestations aux patients. Une opération lancée en réponse, je cite, au mutisme du gouvernement. Une fronde sociale généralisée donc qui amène des organisations de la société civile à lancer le débat sur la situation nationale. Le concept dialogue et trêve sociale a ainsi été lancé à Bobo-Dioulasso. Les précisions de nos reporters sur place.
Depuis plus de 2 ans, la fonction publique burkinabé est confrontée à des grèves à répétition. Des grèves qui ne sont pas sans conséquences sur l'économie nationale. Ceci joint à Bobo Dioulasso, acteur du monde économique, élus consulaires et sociétés civiles, réfléchissent à une trêve sociale. Une initiative portée par le comité de pilotage du concept dialogue et trêve sociale au service du développement. La sortie, selon notre concept dialogue et trêve sociale, c'est dans le but de sensibiliser tous les différentes couches sociales à ce qu'on aille à une stabilité sociale, à ce qu'on aille au renouveau. Il est important de souligner que s'il y a une crise, nous ne pouvons pas travailler. S'il y a une crise, il n'y aura pas d'investisseurs. Donc nous pensons, nous faisons un appel solennel pour que nous puissions travailler, relancer l'économie, chacun puisse exercer librement et tranquillement et son exercice, sa fonction. Ces dernières semaines, c'est la grève des financiers qui est beaucoup commentée par l'opinion publique nationale. Et pour les acteurs du monde économique de la région des Hauts-Bassins, gouvernement et syndicats doivent mettre de l'eau dans leur vin. Nous demandons aux syndicats qui sont nos frères et au gouvernement, qui est le premier responsable de notre pays, de veiller à ce que cette crise prenne fin, afin que le monde économique puisse commencer à fonctionner normalement pour la relance. Est-ce que nous sommes victimes de la situation en cours au Burkina Faso? Parce que depuis lors, nous assistons à des blocages. La rencontre de Bobo Dioulasso ce 6 juin est la première étape d'une série qui doit conduire les initiateurs dans les 13 régions du Burkina Faso. Retour à Ouagadougou où la saison hivernale s'installe avec beaucoup de préoccupations. Selon les prévisions de l'Agence nationale de météorologie, en effet, les pluies seront abondantes cette année. L'ANAM a même prévenu que les risques d'inondation étaient très importants. Le défi dans la capitale burkinabé dans pareilles circonstances étant le fonctionnement des canaux d'évacuation d'eau déjà existants et la construction de nouveaux ouvrages. Rémi Lambert-Mébier et Kwame Hervé Dapa ont cherché à savoir où en sont les travaux de ces derniers. Et c'est le grand format de ce 19h30. Ouagadougou se prépare à affronter les grandes pluies d'hivernage. Depuis des mois, on peut voir dans la ville des canaux d'évacuation d'eau en construction. Comme ici, dans l'arrondissement 6, précisément à Songnaba. Mais déjà, la pluie est là. Et les travaux piétinent, les machines s'embourbent. Le danger aussi est permanent pour les habitants de la zone. C'est ce que nous explique Rasmané, un commerçant installé à proximité du chantier. François dit c'est dangereux, c'est dangereux. Il y a des enfants qui traversent ici pour passer à l'école. Il y a des enfants aussi qui passent pour aller payer leurs petites choses. Donc toujours j'ai risque dedans. Le risque pour les enfants de faire une chute est très élevé. À tout moment, un accident mortel peut se produire. Des mesures de sécurité auraient été prises, mais elles n'ont pas empêché ces tout petits de passer tout près du fossé. Le pire aurait même été évité une fois déjà. Il y a une enfant qui a déjà blessé sur ça, mais il n'a pas trop blessé beaucoup. Comment ça s'est passé? Il a tombé, mais nous on a pris les voies pour apprendre seulement. L'un des chantiers parmi les plus importants pour le coulement de l'eau, c'est cet ouvrage, le canal du Moronaba, 4 km 200 de dimension, presque achevé. Le problème, ce sont ces 800 mètres restants, dont le marché a été conclu seulement le 15 mai dernier. Pour parer au plus pressé, le tronçon a été creusé et environ 150 mètres ont été revêtus. Mais après les premières pluies, une partie a commencé à se désagréger littéralement, comme le constate ce riverain. Les dégâts, la pluie a envoyé le fer, a envoyé des sachets. Les caniveaux, ce qu'ils avaient mis les dalles là, ça s'est fissuré. Nous avons cherché à en savoir plus. Rendez-vous est pris le lendemain avec le représentant du maître d'ouvrage, la mairie centrale de Ouagadougou, accompagné des responsables de l'entreprise exécutrice des travaux, le groupe COGEB. Nous sommes ici au cœur même du canal, nous sommes dans la cuvette du canal. Alors, nous voyons un travail qui a été fait auparavant et d'après ce que les riverains nous ont dit hier, après les premières pluies, voici les résultats que ça donne. Le canal est pratiquement en train de partir en lambeaux. Est-ce qu'il y a une explication à ce fait-là? Alors, merci de vraiment vous intéresser à ce phénomène. Bon, les riverains, vous savez, tout le monde est technicien. Le canal il fait 4 km 200. Nous sommes sur une portion d'environ 150 mètres
qui connaît donc cette dégradation. Alors, il ressort des explications qui nous ont été données que cette portion du canal a été exécutée quelques jours avant la saison des pluies, donc n'a pas eu le temps de se consolider et qu'il y a des caniveaux également latéraux qui devaient être réalisés pour permettre de capter les eaux qui viennent donc des quartiers et de réduire donc le ruissellement direct dans le canal. Et donc vous pouvez constater que au regard de cette situation et avec la forte pluie qui est tombée, cette partie du canal qui n'a pas eu le temps d'être véritablement consolidée a subi donc les affres de la pluie. Cette situation appelle une question. Les travaux des 800 mètres restants vont-ils être achevés avant les pluies diluviennes? Le reste des travaux, c'est à partir d'ici jusqu'au Watam Kaiser, sur environ 800 mètres. Que ça ne finisse pas avant la saison des pluies, ce n'est pas grave, puisque... Non, ce n'est pas grave, c'est pas grave, parce que... Vous ne pouvez pas dire que ce n'est pas grave, monsieur. Il y a des riverains qui habitent juste à côté des travaux inachevés, qui sont dans la crainte. Hier, ils m'ont dit que quand il y a la saison de pluie, ils sont obligés d'aller dormir dans les écoles. Vous ne pouvez pas dire que quand ce travail-là ne va pas finir, ce n'est pas grave. Ce n'est pas rassurant pour ces habitants-là. Je pense qu'il faut élargir votre champ d'investigation pour constater avec les riverains que cette pluie qui est tombée le 31 mai 2018 a causé moins d'inondations qu'auparavant. Donc ça veut dire que les travaux que nous sommes en train d'exécuter aujourd'hui, bien qu'ils ne soient pas terminés, contribuent déjà à réduire les risques d'inondation dans la zone. Des risques d'inondation qui auraient pu être moindres si l'anticipation de la période d'hivernage avait été prise en compte. L'autre blocage à l'avancement du chantier, ce sont les activités des riverains eux-mêmes, en creusant et en emportant le sable, parfois déjà versé pour la suite des travaux. Résultat, des crevasses souvent profondes qui retiennent l'eau et l'empêchent de couler. Pourtant, l'Agence nationale de la météorologie du Burkina a prévenu, cette année, la pluie sera abondante et le seuil des risques d'inondation très élevé. Et quand Dame Nature commence ses caprices, il y a très peu de chances de la raisonner. Bonne nouvelle pour la boucle du Mouroun. 14 localités de la région seront bientôt électrifiées et ce, grâce au partenariat entre le Fonds de développement de l'électrification et la société canadienne Cowater Sogema. Mamouna Takabouri. Pour l'électrification et la croissance économique durable dans la boucle du Mouroun, la société Cowater Sogema International du Canada et le Fonds de développement de l'électrification FDE scellent un partenariat. C'est une convention de collaboration et de financement pour la mise en œuvre du projet énergie et croissance économique durable dans la région de la boucle du Mouroun et CED Mouroun. Un projet qui vise l'amélioration des conditions de vie des populations rurales de cette région. Ce projet a le but d'améliorer durablement les conditions de vie des populations rurales dans la boucle de Mouroun. Cowater Sogema travaille dans les pays en voie de développement depuis plus de 30 ans. Pour nous, les projets durables sont axés sur quelques principes. Un projet de développement doit être axé sur les secteurs prioritaires pour le pays. En ce cas, l'accès à l'énergie en milieu rural, en l'intégration avec les autres secteurs économiques comme l'agriculture, le développement de l'entrepreneuriat rural, etc. Dans ce cas, le point d'entrée est l'électrification rurale basée sur le raccordement au réseau et sur la promotion de l'énergie renouvelable. L'électrification des localités, facteur clé de développement, le directeur général du Fonds de développement de l'électrification ne cache pas sa joie. C'est une immense joie, en ce sens que ce projet participe à l'amélioration des conditions de vie de nos populations rurales. Parce que partout, il est question de développement. Et il y a trois composantes. En fait, l'accès à l'énergie, quand on sait ce que c'est que l'énergie, ce que l'énergie représente en fait
pour les populations en termes de création des activités génératrices de revenus, en fait l'amélioration des aspects sanitaires au niveau des localités concernées et l'impact également sur l'éducation et sans oublier la création d'activités génératrices de revenus. Tout en s'engageant aux côtés des initiateurs du projet pour sa réussite, les bénéficiaires n'ont pas manqué de leur traduire leur reconnaissance. Nous sommes les heureux bénéficiaires et nous ne pouvons qu'être reconnaissants. Nous sommes disponibles pour accompagner ce projet qui va vraiment accompagner aussi les activités que mène déjà le Conseil régional dans le cadre du développement de la région. D'un coût global de 8 milliards de francs CFA, ce projet qui va durer 4 ans vise l'électrification de 14 localités rurales de la boucle du Mouhoun. Il devra permettre, entre autres, l'accès de 27 000 personnes à l'énergie électrique et le raccordement de 130 écoles au réseau électrique. Fin ce mercredi des soutenances de mémoire de fin de cycle à l'École nationale des douanes. Retour ce soir sur la cérémonie de lancement et la prestation inaugurale avec Robin Okweta. La pertinence et l'actualité du thème lui ont valu la note de Serge Suivin avec la mention honorable. Pour son mémoire de fin de cycle, Don Curtis Dorian Abogué, élève inspecteur des douanes gabonais, traite de la question de la gestion de risques dans l'administration douanière du Gabon. L'impétrant démontre comment la maîtrise de cet outil de gestion de risques peut contribuer efficacement à la mobilisation des ressources douanières dans son pays. Les marchandises qui arrivent, elles présentent des risques, elles peuvent présenter des risques. Aujourd'hui, on ne va pas omnibuler le contexte actuel avec les armements, le trafic illicite des armes, les drogues et autres. Justement, la gestion des risques permet justement de cibler les cargaisons ou les transports, les moyens de transport contenant des cargaisons à risque ou des marchandises à risque. Et il est indispensable d'adopter cet outil-là. Contrairement au Gabon où l'outil de gestion de risque est encore en expérimentation, le Burkina Faso lui est très avancé sur la question. Le Burkina Faso utilise déjà la gestion des risques parce que nous sommes même allés un peu plus loin, comme un des membres du jury l'a dit. On n'a pas remarqué dans sa présentation que le volet contentieux est pris en compte, alors qu'au Burkina Faso, nous avons justement un logiciel que nous appelons le Sigicode qui permet d'interfacer les données du contentieux avec justement la gestion des risques que le système sudonien aussi utilise. Cette cérémonie marque le début des soutenances de mémoire des élèves inspecteurs de la 23e session de l'École nationale des douanes. Ils sont au total 50, dont 24 Burkinabés, 18 Gabonais, 5 Congolais, 2 Togolais et 1 Nigérien. Tout ce thème traite des problèmes que rencontrent les administrations douanières de ces pays et les impétrants vont essayer de trouver des solutions à ces problèmes et les administrations des douanes de ces différents pays vont essayer de mettre en pratique les solutions proposées par les élèves. Les soutenances se déroulent du 4 au 6 juin. Durant 3 jours, 50 thèmes vont être soutenus. On peut citer entre autres thématiques la contribution de l'administration douanière dans la lutte contre le terrorisme et la problématique du recouvrement des recettes douanières dans un contexte d'incivisme fiscal. Faire un grand changement de vie est effrayant, mais ce qui est encore plus effrayant, ce sont les regrets. Quand vous n'êtes plus en accord avec vous-même, c'est qu'il est grand temps de réorienter votre vie. Et cela n'est possible qu'en opérant des choix décisifs. qu'Allah nous donne à tous l'intelligence de choisir la bonne voie. Merci de choisir BF1 pour vous informer. À bientôt.